Bienvenue à l'émission Décryptage. Nous sommes accompagnés de M. Mzali Djamal, sociologue. Nous allons parler de la notion de distinction. M. Pierre Bourdieu a consacré un livre sur cette notion, la distinction. À quoi consiste cette notion, la distinction? Pourquoi le choix de cette notion? Je dois dire que, effectivement, Pierre Bourdieu, dont son œuvre, sa sociologie, porte sur les études sur l'école, sur la politique, sur la violence symbolique, en même temps sur les goûts, sur la culture, sur les manières d'être, les manières de se comporter, les manières de classer, de choisir, de se maintenir. C'est ça la distinction. La distinction, c'est l'ensemble de manières d'être, de se présenter, de classer, de choisir. Donc c'est ça qui forme une sorte d'habitus propre à l'individu et qui forme même à l'état incorporé son identité, l'identité personnelle. Donc la distinction, c'est ça, c'est essayer de voir, c'est une étude portée sur la musique, le cinéma, les goûts, les arts, les manières, voilà, les manières de choisir, de se maintenir à table, de se moucher, de se vêtir, de parler aussi. Dans quel but? C'est-à-dire, est-ce que la notion de distinction, c'est-à-dire, quand on dit distinction, ça veut dire qu'on se distingue de la masse. Donc, est-ce que cette distinction, c'est une distinction sociale ou une distinction par rapport à quoi? Non, c'est pas forcément se distinguer par rapport à une classe spécifique ou à un individu spécifique, non. L'étude porte justement, en tout cas, le concept de la distinction, c'est essayer de voir comment les gens choisissent, comment les gens mangent. Pourquoi, effectivement, vous avez posé la question. Pourquoi choisir une étude sur les goûts, les manières cachées de se vêtir, de manger ou de se maintenir à table? Pourquoi? Tout simplement parce que il a voulu porter une critique du jugement, jugement kantien surtout, sur le goût, sur les manières et l'usage qu'on en fait. Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, avec la consommation de la musique, de l'opéra, par exemple, ou du choix d'un tableau. Qu'est-ce qu'on en fait avec le fait que, quand on regarde une classe spécifique, les membres appartenant de la classe la plus aisée, la supérieure, aiment toujours les musiques les plus qui s'écoutent, pas la musique qui se danse, par exemple. Donc l'opéra ou le jazz, le blues, toutes les musiques qui ne supposent pas, qui ne demandent pas aux consommateurs, aux spectateurs de danser, les attouchements. Toute la différence qu'on peut avoir avec la musique qui se danse, comme la musique populaire, le rap, le mgodo chez nous, par exemple, ou le tarab même, qui au départ, on disait que c'est une musique de noble, la noblesse, noble. Mais au fond, quand on analyse, c'est pas du tout. C'était à l'époque une musique réservée à une classe aisée, une classe de la noblesse. Et ça ne se dansait pas comme on... Mais ça se popularise déjà. Donc, donc la valeur symbolique qu'avait avant cette musique a disparu. Voilà. Donc, alors, l'intérêt d'une étude portant sur la distinction, sur les manières d'être, les manières de se comporter, les manières de se représenter, c'est qu'on essayait de chasser la domination. Nous, on ne la voit pas. Parce qu'il y a une forme de domination dans la manière de se distinguer, la manière de se présenter, de parler. Ce n'est pas un hasard qu'un Giscard d'Estaing aime, en mon passant, un homme politique, aime avoir une culture générale sur la grande littérature. C'est pas pour hasard, parce qu'il y a de la distinction, c'est-à-dire donc un pouvoir symbolique de bien parler, d'aimer la bonne musique, de choisir la belle couleur, de porter son cravate de la meilleure façon possible. Donc, quand on analyse un peu l'œuvre de Bourdieu en général, c'est
sociologie du dominant-dominé. C'est-à-dire, M. Bourdieu, il aime bien ça, c'est-à-dire le dominant et le dominé. Donc, pourquoi écrire sur les manières de manger? N'est-il pas vulgaire de s'intéresser au goût des gens, c'est-à-dire... Non, a priori, on peut considérer que il y a de la vulgarité dans ce que peut apporter une étude pareille, mais je ne pense pas qu'il y a une vulgarité. Au contraire, parce que essayer de montrer qu'il y a une différence, où il y a un usage politique sur les manières d'être, par exemple, sur le fait d'aimer un tableau par rapport à d'autres, de parler d'une certaine façon par rapport à une certaine façon. Ça permet, en tout cas, de montrer que le pouvoir se situe dans un ordre plus spécifique. C'est-à-dire quoi, au fond? C'est-à-dire que essayer de permettre, si on met en évidence, on rend compte que les manières d'être, les manières donc de fréquenter des lieux spécifiques, les musées par exemple, ou les concerts par exemple, au lieu d'aller dans une boîte de nuit, tout ça, ça rapporte sur les marchés du travail, sur les marchés politiques, enfin même à l'école, parce que l'école reconnaît certaines pratiques qu'elle n'enseigne pas, mais qu'elle reconnaît comme étant valorisantes, cultivantes, intéressantes, qui peuvent apporter en tout cas une valeur symbolique, voire même une valeur matérielle, la nôtre, à l'école. Donc c'est ça, c'est que ça permet aussi de montrer que à ceux qui sont dépourvus du capital culturel, c'est-à-dire de la consommation des objets culturels, des produits culturels, donc de savoir, de découvrir que, eh bien, fréquenter tel lieu, avoir une façon d'être ou aimer telle musique, s'intéresser à une culture, c'est multiplier les chances de réussir. Donc parlons un peu de la notion d'habitude, c'est-à-dire les faits et gestes qu'on a au quotidien. Et comment translater un peu la distinction bourdieusienne dans notre manière d'être à la comorienne? Est-ce qu'il y a des parallèles? Est-ce qu'il y a... Vous pouvez trouver des distinctions, c'est-à-dire une façon d'être comorien qui se mettent en valeur par rapport à d'autres? Oui, on peut, comme dans n'importe quelle société, dans n'importe quel groupe, dans n'importe quel espace social de vie commune, où il y a des relations interindividuelles, il y a toujours le désir de se distinguer. Non pas d'une façon consciente, mais incorporée, puisque ayant déjà appris durant la socialisation de l'individu, donc l'habitude s'incorpore, se fait corps, fonctionne sur le mode de la nécessité, de l'évidence. C'est ça. Et on peut trouver effectivement, comme dans n'importe quelle société, je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, quand on regarde un petit peu le chant coutumier, en Roumanie, les tenants de la tradition, on peut constater qu'ils ont une façon, une forme, une communauté d'habitus coutumiers, que j'appelle une communauté d'habitus coutumiers. Qu'est-ce que ça veut dire au fond? Ça veut dire que les tenants de la tradition, les gens qui sont très très durs, ils sont très attachés aux traditions, aux us et coutumes, à l'art de faire un mariage d'une façon ostentatoire. Donc, oui, un habitus, une façon de se présenter, une façon de se vêtir, une façon de parler. Les concepts qu'ils mobilisent diffèrent des concepts que mobilise, par exemple, le tenant de la religion, par exemple, de l'islam comorien, par exemple, ou de tenants ou des intellectuels, par exemple, comoriens qui sont formés en Occident, ou tout simplement les politiques. Donc, quand on regarde très bien les différents espaces sociaux aux Comores, chaque espace correspond à un habitus spécifique. Donc, tout ça, eh bien, et la manière de se vêtir, donc le tenant tradition, ça se voit, et les histoires qu'elle se raconte, les goûts, hein,
qu'ils ont le choix qu'ils font en matière alimentaire, en matière de musique, en matière de vêtements, en matière de tout l'ensemble des goûts, eh bien, sont spécifiquement marquants et ayant été incorporés deviennent effectivement une forme d'habit suisse. Est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est-à-dire qui évolue avec la mondialisation, et comment s'opère un peu cette distinction? C'est-à-dire, quand on voit le jeune Comorien qui habite dans le village, mais qui essaie de se distinguer par rapport aux jeunes qui habitent au village, mais qui n'a pas été à l'école, ou bien... Donc, est-ce que vous voyez un peu comment s'opère un peu cette distinction entre les jeunes qui sont au village même? Oui, déjà, donc il y a une différence entre un détail entre jeunes et jeunes appartenant à une classe. Hein, parce que le jeune, qu'il soit issu des contrées lointaines de la capitale, par exemple, le jeune appartenant, le jeune de cité, hein, le jeune de ville, peuvent avoir des similitudes, c'est-à-dire des façons d'être, de se maintenir, de représenter le monde social, une façon identique, analogue ou différente. Donc, ce qui détermine vraiment les manières d'être, les distinctions, les goûts. Hein, les goûts ce n'est pas forcément l'âge, mais c'est la classe. C'est la classe auquel on appartient. Et la classe sociale, l'origine sociale, c'est une variable déterminante sur le choix que l'on fait des études, des goûts, des lieux de fréquentation, des objets de consommation, tout ça. Donc, effectivement, quand on regarde un petit peu, il y a une différence. Il y a une différence de taille entre le jeune appartenant à des classes aisées de Moroni ou de Fomboni, ou voire même des Mitsamgouli, et voire même des Mbeni, hein, et le jeune issu des quartiers les plus populaires de Moroni, par exemple. Donc, alors, ce qui les distingue, c'est que certains, eh bien, s'alignent, veulent se distinguer par l'usage ou la consommation des produits technologiques. Que le portable devient un outil distinguant, classant, hiérarchisant même l'Internet aujourd'hui, mais pas forcément l'Internet. Il y a maintenant aussi la manière de les utiliser. Parce que, par exemple, eh bien, on peut considérer que maintenant, tous les jeunes gens, à partir de 18 à 30 ans, ont une identité, ont la même identité, hein, une seule façon, un mode de se distinguer, d'être. Par le costume, par exemple. Hein. Or, ça peut paraître évident, identique, qu'on ont la même façon de se distinguer, de se représenter. Or, non, on peut dire ça, mais il y a, quand on veut vraiment faire une étude plus fine sur les manières de se distinguer dans une population apparemment homogène, eh bien, il faut aller un peu plus loin. Ce n'est pas forcément l'habit qu'on porte, mais la manière, comment on se vêtit, comment on se comporte, comment on se... On parle même, c'est-à-dire au niveau des accents. Tout à fait. On peut porter un costume avec une cravate comme la vôtre, mais tout le temps, ce qu'on appelle le bluff. Il y a le bluff, la triche. Ouais. Ça, c'est l'élément important. Surtout, ça touche beaucoup la petite bourgeoisie, hein, ou la classe moyenne, qui veulent se montrer eh bien, appartenant à la classe dominante, ayant la culture légitime, dominante, mais au fond, ils ne se sentent pas à l'aise. Donc, ils sont tout le temps obligés de se corriger, ce qu'on appelle l'hypercorrection. C'est ça de... Est-ce que aussi la distinction n'est pas une bonne chose, pour ne pas tomber sur l'uniformisation? C'est-à-dire, je prends l'exemple aujourd'hui, dans les grands mariages en Grande Comore, tout le monde, le jour du grand mariage, met le joho et le dag, là. Alors qu'à l'époque, le dag, là, c'était réservé à une élite ou bien à une classe sociale bien distinctive, notamment un peu ceux qui sont descendants des chefs ou bien
c'est-à-dire des familles. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde peut le porter. Est-ce que c'est pas cette démocratisation de cet habit-là n'est pas une mauvaise chose en soi, c'est-à-dire ça vulgarise un peu cet habit qui est noble pour ceux qui croient en cette tradition. Oui, il y a toujours un bienfait quant à la démocratisation de la culture. Il ne faut pas que le bienfait de la culture, de l'humanité, parce que la culture appartient à l'humanité, c'est un bien commun, c'est un patrimoine mondial. Mais il ne faut pas réserver, il ne faut pas réduire la distinction sur la seule manière de s'habiller, ou d'écouter, ou de manger, ou de se tenir à table, par exemple. Il y a certains qui mangent d'une certaine façon, d'autres à la main. Donc tout ça, ce sont des formes de distinction. Des gens qui se sentent à l'aise à table, d'autres qui ne se sentent pas à l'aise à table, qui renversent un peu le verre comme ça. Donc tout ça, on peut dire qu'il est maladroit, mais tout ça, c'est révélateur d'une identité, ou soit voilà, ou d'une façon d'être. En tout cas, je ne vais pas plus loin parce qu'il est très difficile de parler des goûts, parce qu'on a tendance qu'on indexe, qu'on accuse. C'est pas évident de parler des goûts, donc qu'on rend légitime des pratiques par rapport à d'autres. Or, ce n'est pas vraiment l'intention de Pierre Bourdieu, ni l'intention de ceux qui essayaient de lire son œuvre ou d'expliquer son œuvre à leur manière. Mais il y a un bienfait quant à la démocratisation, bien sûr, et il ne faut pas, le danger de cette notion, c'est de réduire la distinction uniquement sur la manière de se vêtir, de s'alimenter, de se moucher, d'être, de parler. Non, il y a de la distinction quant à l'acquisition aussi d'une culture générale. Je disais auparavant qu'il n'y est pas inédite que Giscard d'Estaing s'intéresse à Maupassant. C'est-à-dire acquérir une culture générale, maîtriser une œuvre littéraire, musicale, maîtriser les différentes formes de la peinture. C'est une forme de distinction. Un politicien qui maîtrise la littérature française, par exemple, ou américaine. Donc, comme Dominique de Villepin, Napoléon. Par exemple, ou à l'époque, enfin même actuellement, Alain Juppé, où tout le monde porte son regard sur le jeune homme qui parle comme un vieux, avec un ton très extraordinaire, avec des arguments, une façon de parler, d'une façon exemplaire. Donc tout cela, donc il y a la distinction, la classe dominante légitime leur pouvoir sur la légitimité de la connaissance qu'elle a acquise, la manière de parler surtout, la langue. En même temps, les œuvres de l'humanité, la peinture, l'art, toutes les différentes formes d'art, la grande musique par exemple, en même temps le théâtre, le concert, la littérature, différentes formes de la littérature. Donc c'est ça, se distinguer, demande un temps. Se sortir de la moule, c'est-à-dire se distinguer, c'est sortir du socle commun. Tout à fait, c'est sortir des sentiers battus, donc c'est du commun. C'est ça la distinction. Il y a une forme de dialectique dans la distinction. Il y a le léger et le lourd, le brillant et le terne, le bas et le haut, tout ça, c'est le matériel et le spirituel, le fonctionnel et la forme et la fonction. Certains disent que, eh bien, les classes ouvrières, les classes sociales s'intéressent, en tout cas, au repas copieux, par exemple, alors que choix de la nécessité, alors que les classes aisées s'intéressent à la forme, à la manière de présenter la table, donc, autant qu'on donne. À l'apport calorique. Tout à fait. Tout ça, ou par exemple, sur le choix des vêtements, on peut trouver des différences sur le temps consacré. Il y a des gens, quand ils vont au magasin, et puis vite fait, voilà, ils choisissent. Mais d'autres prennent leur temps, hésitent, ils reviennent, c'est ça. Eh bien, c'est ça. Donc la distinction, c'est pas forcément ces manières-là, mais aussi il y a la culture, acquérir la culture pour se distinguer. Et en se distinguant, eh bien, c'est donner, ou légitimer, c'est donner une forme de pouvoir important, en tout cas pour réussir dans tous les espaces de pouvoir.
Merci, monsieur Moussali Jamal. Et bientôt, à la prochaine fois. Merci. J'espère que vous avez compris un peu la notion de distinction. Merci. À la prochaine.